Prenons un objet que vous connaissez tous, l'iPhone. Un smartphone conçu par Apple, une entreprise américaine. Pourtant, son écran vient du Japon. Certaines puces sont fabriquées en Corée du Sud. L'assemblage final se fait en Chine. Et au bout du compte, ce téléphone est vendu partout dans le monde. Parfois à plus de 1500 €. Pourquoi une telle organisation de la production ? Pourquoi Apple n'a pas tout centralisé au même endroit ? Et surtout, qu'est-ce qui relève du commerce international aujourd'hui ? Bonjour et bienvenue dans La Voie des sciences économiques et sociales. Dans le premier épisode, nous avions découvert pourquoi les pays échangent entre eux, grâce aux avantages comparatifs, aux dotations factorielles et technologiques, mais aussi à travers le commerce intra-branche, ce commerce surprenant entre pays développés qui échangent des biens similaires. Mais derrière ces échanges, un acteur joue un rôle décisif, les firmes transnationales ou multinationales. Ces entreprises, présentes dans plusieurs pays à la fois, organisent leur production à l'échelle mondiale et bouleversent la manière dont circulent les biens et les services. C'est cette dynamique que nous allons explorer aujourd'hui, comprendre comment les firmes deviennent transnationales, pourquoi elles choisissent de délocaliser certaines étapes de la production et comment elles transforment en profondeur le commerce mondial à travers les chaînes de valeur, les échanges intra-firmes et la sélection des entreprises les plus productives. L'internationalisation de la production, c'est quand une entreprise répartit ses activités dans plusieurs pays. L'idée est simple, chaque territoire a ses points forts, alors autant en profiter. On peut assembler les produits là où les salaires sont bas et garder la recherche ou le design dans des pays où la main-d'œuvre est très qualifiée. L'entreprise Zara est un exemple parlant. Ses collections sont imaginées en Espagne, dans les bureaux de Corogne. Mais une partie de la fabrication est réalisée au Bangladesh, au Maroc ou en Tunisie, où les coûts sont plus faibles. Zara garde aussi une partie de sa production en Europe, ce qui lui permet de réagir très vite aux nouvelles tendances et de remplir ses rayons presque en temps réel. Pas étonnant que leurs magasins soient toujours pleins et que nos armoires le soient aussi. Mais alors, comment appelle-t-on une entreprise qui fonctionne comme ça, présente dans plusieurs pays ? Une firme transnationale ou une FTN. Par exemple, Renault, des usines en France, mais aussi en Espagne, au Maroc, en Roumanie ou en Turquie. En 1999, Renault a racheté Dacia, qui est devenue l'une de ses filiales les plus rentables. Pas mal pour une voiture souvent présentée comme low cost. Maintenant, je vous pose une question. Si vous étiez chef d'entreprise, comment feriez-vous pour produire à l'étranger ? Vous investiriez directement ou vous préféreriez déléguer ? Car il existe deux grandes stratégies. La première, c'est l'internalisation. L'entreprise crée ou rachète une filiale à l'étranger. C'est ce qu'on appelle un investissement direct à l'étranger. Vous en avez déjà entendu parler, ce sont les fameux IDE. Ça peut être créer une filiale de A à Z, comme Total qui construit une plateforme pétrolière en Afrique, ou racheter une entreprise locale, comme Mittal qui a racheté Arcelor en 2006. Et pour que ça soit bien un IDE, il faut posséder au moins 10% du capital. Sinon, ce n'est qu'un petit placement, pas de quoi fanfaronner à un dîner d'affaires. La deuxième stratégie, c'est l'externalisation. L'entreprise confie la production à des sous-traitants étrangers. C'est souvent moins cher et plus flexible. Apple, par exemple, conçoit l'iPhone, mais ne fabrique pas tout elle-même. Les composants viennent de Samsung ou de TSMC, et l'assemblage est confié à Foxconn. Et Mattel avec Barbie, c'est encore plus parlant. Le plastique vient de Chine, les vêtements d'Indonésie et l'assemblage se fait au Mexique. La poupée voyage plus que la plupart d'entre nous avant même d'arriver dans les rayons. C'est l'exemple qui montre que la mondialisation, ce n'est pas seulement des pays qui échangent des marchandises, c'est aussi des entreprises qui organisent toute leur chaîne de production à l'échelle mondiale.
Prenons un exemple concret. Imaginez une chaussure vendue une centaine d'euros en France. Sur ce prix, on va donner des chiffres approximatifs. À peine 5 euros correspondraient à l'assemblage et à la couture en Asie. Là où les salaires sont plus bas, 15 euros servent à payer les matières premières comme le cuir, le textile ou les semelles. 20 euros couvriraient le transport international, la logistique et les taxes à l'entrée en Europe. 30 euros maintenant financent le marketing, la publicité et la distribution en magasin ou en ligne. Enfin, les 30 euros restants représentent la marge de l'entreprise qui servira à rémunérer les actionnaires, financer de nouvelles innovations ou constituer les bénéfices. On le voit très bien, la fabrication du produit en elle-même ne pèse qu'une infime partie dans le prix final. La vraie valeur se concentre au début de la chaîne, dans la recherche, le design, la création, ainsi qu'à la fin avec la publicité, la mise en avant et la distribution. C'est ce que les économistes appellent la courbe du sourire. Si vous observez cette courbe, elle représente la valeur ajoutée et elle montre que cette valeur ajoutée est faible au niveau du milieu de la chaîne, mais elle grimpe fortement aux extrémités. Voilà la logique des chaînes de valeur mondiales. Disperser la production dans les endroits les plus rentables tout en gardant le contrôle sur les étapes qui rapportent le plus. Mais cette organisation a une autre conséquence. Une grande partie du commerce mondial ne se fait pas entre des entreprises indépendantes, mais à l'intérieur d'un même groupe. C'est ce qu'on appelle le commerce intra-firme. En clair, une entreprise échange avec elle-même, en exportant et en important des biens entre ses différentes filiales implantées dans différents pays. L'exemple du Boeing Dreamliner 787 est très parlant. Cet avion est un véritable puzzle mondial. Les trains d'atterrissage sont produits en France, les moteurs en Grande-Bretagne, les ailes au Japon, ainsi que les toilettes. Résultat, près de 70% des composants de cet avion viennent de pays tout aussi développés que les États-Unis. On peut dire que le Dreamliner a déjà beaucoup voyagé avant même de décoller. Ce phénomène soulève un problème intéressant. Lorsqu'un pays comme les États-Unis décide d'imposer des droits de douane pour protéger son économie, il prend le risque de pénaliser ses propres entreprises. En taxant les importations de certaines pièces fabriquées à l'étranger, il frappe en réalité les filiales de firmes américaines implantées dans d'autres pays. Autrement dit, en cherchant à protéger leur industrie, les États-Unis se retrouvent parfois à se tirer une balle dans le pied. Cela montre bien que la mondialisation actuelle ne se résume pas à un simple échange entre nous et eux. Elle repose sur un enchevêtrement complexe de chaînes de valeur et d'entreprises transnationales éclatées à l'échelle du globe, où chaque pays est à la fois partenaire et concurrent, dépendant des autres. Avec la chaîne de valeur mondiale et le commerce intra-firme, on l'a vu, ce sont surtout des grandes firmes multinationales qui dominent le commerce mondial. Mais attention, toutes les entreprises ne participent pas à ces échanges à grande échelle. Dans les faits, seules les plus productives parviennent à exporter, à s'implanter à l'étranger ou à coordonner une production mondiale. C'est ce qu'a montré l'économiste Mark Mellitz en 2003. Selon lui, dans un monde ouvert, seules les entreprises capables de produire à bas coût, de respecter les normes internationales et de s'adapter aux marchés étrangers réussissent à s'imposer. Les autres, moins performantes, finissent par disparaître progressivement. On appelle cela l'effet de sélection. Un exemple frappant vient de l'Espagne entre 2000 et 2009. Pendant cette décennie, la productivité moyenne des entreprises espagnoles a baissé. Et pourtant, les exportations du pays ont augmenté. Cette apparente contradiction s'explique en réalité très simplement. Les entreprises les moins productives ont fermé leurs portes, tandis que les plus performantes se sont imposées à l'international.
Elles ont grandi, investi, gagné des parts de marché et exporté davantage. On parle alors du paradoxe espagnol. Même avec une moyenne en baisse, les exportations progressent grâce à une minorité d'entreprises très compétitives. Les chiffres sont impressionnants. En Espagne, 1% des entreprises réalisent à elles seules près de 67% des exportations. Et les 10% les plus productives en assurent 93%. Autrement dit, la quasi-totalité des échanges repose sur une poignée d'acteurs. Cette logique pose une dernière question essentielle. Que signifie vraiment être compétitif ? La compétitivité d'une entreprise, c'est sa capacité à résister à la concurrence, à réduire ses coûts, à innover et à s'adapter. On distingue alors deux dimensions complémentaires. La compétitivité prix, qui repose sur la capacité à proposer des biens à des prix plus bas que ceux des concurrents, grâce à des coûts de production réduits ou une productivité plus élevée, et la compétitivité hors prix, qui renvoie à d'autres atouts que le prix, la qualité, la technologie, l'innovation, l'image de marque et les services associés. Par exemple, BMW serait sur de la compétitivité hors prix, alors que Dacia serait sur de la compétitivité prix. De la même manière, Air France, compétitivité hors prix, Ryanair, compétitivité prix. Mais la compétitivité d'un pays, elle, ne peut pas se résumer au simple volume des exportations. Elle dépend de plusieurs facteurs. Sa capacité à profiter de l'ouverture mondiale, en offrant à sa population des produits plus variés, innovants et parfois moins chers. Ses dotations factorielles, la quantité et la qualité du travail, le capital disponible, des ressources naturelles, le niveau technologique, qui orientent sa spécialisation. Enfin, sa fiscalité, ses impôts, ses taxes qui influencent l'attractivité du territoire pour les entreprises et les investissements étrangers. En clair, la compétitivité d'un pays, c'est à la fois sa capacité à s'insérer dans l'économie mondiale et à utiliser ses atouts structurels et institutionnels pour en tirer le meilleur bénéfice collectif. Les firmes transnationales sont aujourd'hui les grandes actrices de la mondialisation productive. Elles organisent des chaînes de valeur mondiales en répartissant chaque étape de la production selon les atouts des différents pays. La main-d'œuvre peu chère ici, la recherche qualifiée là-bas et la distribution là où se trouve le consommateur. Elles ont profondément transformé le commerce mondial. On n'échange plus seulement des produits finis, mais bien des morceaux de production qui circulent d'un pays à l'autre avant d'être assemblés et vendus. Autrement dit, la mondialisation ne s'explique pas uniquement par les États qui commercent entre eux, mais surtout par des entreprises qui ont découpé et dispersé la production à l'échelle de la planète. Dans le prochain épisode, nous irons plus loin, en nous interrogeant sur le libre-échange et le protectionnisme. Quels sont les véritables avantages du commerce international? Et surtout, quels sont les risques et les limites pour les pays, pour les entreprises et bien sûr, pour les travailleurs?